avez remarqué ou pas? Ouais, mais est-ce que tout le monde avait remarqué? Non mais quoi? Je peux pas faire la blague s'il y a des gens qui n'ont pas remarqué. Sachant qu'au total dans cette salle on était 130. Donc ça fait plus de la moitié qui ont remarqué. Donc je vais pouvoir faire la chute de la blague. Au long de ces dernières années, cette phrase est devenue le cliché par excellence des personnes faisant du stand-up, et plus particulièrement de celles pratiquant le comique d'observation. Pour le définir rapidement, c'est un genre d'humour où la personne sur scène fait une observation sur quelque chose d'extrêmement commun et d'intégré dans un groupe social dont celui-ci n'avait pas pleinement conscience. Ce groupe social est le plus souvent très large, et l'humoriste, les spectateurs, les spectatrices en font très majoritairement partie. Mais ça n'explique pas pourquoi ce genre est devenu un cliché, ni pourquoi, alors qu'il est d'apparence si simple, il est si populaire et efficace. Bref, on va donc chercher à comprendre pourquoi c'est drôle. Et expliquez-nous, pourquoi est-ce que c'est drôle? Ouais, c'est marrant. C'est l'humour, ça. J'adore rire. Bah bon, et pourquoi? C'est rigolo, ouais. Oui, mais pourquoi c'est drôle? Mais pourquoi c'est drôle, l'humour? Ça vous fait rire, ça? Ah oui, voilà. Là, c'est drôle. C'est difficile de trouver une naissance à l'humour lié à l'observation, tant c'est un procédé humoristique commun, qu'on en retrouve dans les écrits comiques de toutes les époques, de l'Antiquité à nos jours, soit dans le théâtre, dans la littérature, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nous focaliser sur le stand-up, et particulièrement sur une de ses branches, l'humour d'observation. Tu l'as vu? De quoi? Mon cul, excellent. Ça veut pas dire que forcément tu montes ton cul, mais c'est quand même une bonne base, il me semble, dans l'humour. Comment est-ce que c'est né? Et comment est-ce que ça a pu développer des codes si puissants que c'est maintenant des clichés? À la fin des années 50 et au début des années 60, les genres comiques populaires du théâtre sont dans une sorte de crise. Ils ont du mal à se faire accepter dans la grande famille du théâtre, qui va progressivement s'élitiser. Alors le processus était déjà bien en marche, mais l'apparition de la télévision et la popularisation du cinéma vont précipiter ce phénomène. Écoutez, le théâtre, c'est du spectacle vivant, fait pour un public d'initiés qui maîtrise les codes. Extrayons-nous de la médiocrité du petit écran qui ne sert qu'à abrutir des masses ignares. Le rire populaire va donc devoir trouver une solution pour arriver à son public. Et cette solution sera différente selon les pays. Aux US, naît le stand-up, qui va petit à petit s'extraire de son origine théâtrale dont il a été exclu, et s'adapter à la télé, qui veut bien de lui. Il va donc se lier très fortement à l'industrie du divertissement que développent les États-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle, et au sein de cette nouvelle discipline va éclore le comique d'observation qui nous intéresse aujourd'hui. Il naît dans les années 60 aux États-Unis et se développe petit à petit dans les 2 décennies qui ont suivi, avec des artistes comme Shelley Berman, David Brenner ou George Carlin. Ce dernier est également populaire pour d'autres raisons dont nous parlerons sûrement dans une prochaine vidéo. Mais le maître de la discipline, celui qui a su prendre tous les enseignements de ses prédécesseurs et les mener au plus haut, c'est Jerry Seinfeld. Il se fait connaître du grand public en 1981 et devient très rapidement une immense star de l'humour. Il fait de, je ne sais pas si vous avez remarqué, sa marque de fabrique et remplit des salles à travers tout le pays. À partir de 1989, il aura même sa propre série qui sera l'un des plus grands cartons de l'histoire au pays de Mickey et qui durera près de 10 ans. Il va durablement changer la face du stand-up états-unien, puis va inspirer le reste du monde. On n'a peur de rien dans l'humour, surtout pas d'aller se servir chez les Américains. En France, l'humour sur scène a connu une trajectoire bien différente. Contrairement aux États-Unis où la télévision va s'emparer du rire populaire, celui-ci restera dans un premier temps exclu du petit écran français, ou alors sera très édulcoré. Si les références que nous avons citées précédemment ont connu leur succès grâce à leur apparition dans des émissions télé ultra populaires et outre-Atlantique, les comiques français doivent trouver leur propre chemin face à toutes ces portes fermées. Il va donc falloir qu'ils se créent leurs propres espaces de liberté, et ils les trouveront dans les cafés-théâtres. Contrairement au stand-up qui propose une scission radicale avec les éléments importants du théâtre, pas de conflit, pas de personnage, l'idée du café-théâtre est de réinventer la discipline sans en renier les codes. Et comment êtes-vous arrivé à faire ce spectacle? Comment ça s'est fait? On n'a pas dit un beau jour on met tout ensemble, ça s'est trouvé quoi. Sur le chantier, il y a plein de blagues. C'est un endroit propice aux blagues, le chantier. Et puis, alors, bon, un tel a une idée, paf, il la met, et puis un autre la met. Puis petit à petit, bout à bout, ça a fait comme le théâtre, quoi. Ça fait un spectacle. Le mouvement des cafés-théâtres démarre dans les années 60
et est un espace de liberté absolue pour les artistes qui sont bien souvent laissés à la porte du théâtre traditionnel. Il joue sur des toutes petites scènes, dans des petits lieux où on peut manger et boire des coups, et il y règne une grosse ambiance rigolarde et populaire. À partir du moment où on fait du café-théâtre, c'est-à-dire qu'on construit soi-même son outil, qu'on a son théâtre, qu'on écrit ses textes, on les emmerde, en gros, et puis on fait ce qu'on veut, et c'est là qu'on se trouve. À cause de la taille de la scène, il y a souvent beaucoup moins de comédiens sur le plateau, et presque pas de décor ou de changement de scène. Par contre, il y a du costume. Beaucoup de costumes. On n'a également pas forcément des pièces entières qui se jouent. On peut avoir des courts sketchs, des monologues, des chansons qui s'enchaînent toute la nuit. Le 4e mur est également souvent brisé, ce qui marche très bien étant donné la proximité avec le public. Romain nous avait écrit dans un spectacle une scène de 3 répliques. Et il disait quand même je vais un peu les brider ces deux-là. Et au bout de 3 semaines, on avait un sketch de 5 à 10 minutes. Quoi. Les cafés-théâtres vont connaître une immense popularité et vont petit à petit forcer les portes des grands théâtres, puis, comme c'est le cas de la troupe du Splendide, vont s'ouvrir les portes du grand écran. C'est donc dans ce contexte précis que le seul en scène comique va connaître une immense popularité et va se structurer. Les années 70 verront l'émergence de comiques comme Coluche, Sylvie Joly, Sophie Daumier ou Guy Bedos. Ils vont acquérir une popularité immense qui va leur permettre de forcer les portes du petit écran qui leur étaient jusque-là fermées. À ce moment-là, la télévision française comprend la force de ce renouveau comique, 10 ans après quand même, et comprend qu'elle peut s'inspirer de son homologue états-unien. Les émissions se transforment et on retrouve très souvent des humoristes qui font des passages de quelques minutes. On note aussi l'apparition des premiers sketch shows en France, des petites émissions entièrement consacrées à des successions de sketchs, par exemple Merci Bernard ou Palace. J'ai fait une merde monstrueuse derrière un chêne cet après-midi. Ceux-ci permettront d'unir une ancienne génération issue des cafés-théâtres et ayant percé les écrans avec une nouvelle génération de comiques. Mais malgré les emprunts aux États-Unis sur la forme des émissions, les humoristes n'empruntent pas pour autant la forme du stand-up. Ils gardent les codes du café-théâtre. Les années 90 seront celles de la bascule vers les formes de stand-up que l'on connaît aujourd'hui. Parmi les humoristes les plus populaires, on a Muriel Robin, Smaïn, Pierre Palmade ou Élie Kakou, qui sont au sommet de leur gloire avec des personnages et des écritures très sketch. Qu'est-ce que t'as pris un seul plat? On peut savoir lequel? Poisson? Non, viande? Non plus, qu'est-ce qu'elle est bourrée? Elle est bourrée, bah tant mieux, si elle dégueule, on saura ce qu'elle a bouffé! C'est quoi ton plat, connasse? Nous aurons l'occasion de l'étudier dans une prochaine vidéo, mais le comique a une tendance assez forte à devenir ringard très vite. Il a donc besoin de se renouveler constamment. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un gars qui est connu et adulé comme jamais un comique ne l'a été. C'est notre ami Jerry Seinfeld. La France a besoin d'un renouveau de sa scène comique. Le public étant fatigué d'un modèle de café-théâtre mis au pas par les industries créatives françaises. Le stand-up entre alors en trompe dans les scènes françaises, et avec lui, le comique d'observation. Il a été ramené par une jeune génération qui a bien senti le filon, mais également par des comiques plus installés qui se sont adaptés à l'ère du temps. C'est extraordinaire. Alors je pensais pas avoir à prononcer cette phrase dans ce premier épisode, mais on va se focaliser sur Roland McDan, qui est sans doute un des meilleurs exemples de cette adaptation. C'est un humoriste qui démarre sa carrière à la fin des années 60 et qui va s'intégrer dans la mouvance des cafés-théâtres que nous avons décrite plus tôt. Il joue dans quelques pièces de théâtre dans les années 70 et au début des années 80, il fait des petits sketchs et personnages à la télévision et sur scène. J'aurais qu'à pépette depuis le bédu. Ah bah ouais, je suis obligé de tout réquépépéter. Tout le monde rissole, personne m'écroute. En 1986, il part s'installer aux États-Unis à la suite d'un accident de voiture. Sur place, il va commencer à monter sur scène et à participer à des émissions et concours de stand-up. Sa carrière prend, et il va rester 9 ans au pays de l'oncle Sam. À son retour en France, en 1995, son style s'est radicalement transformé et il se met à faire du stand-up et du comique d'observation. J'ai dit, c'est simple, je perds plus mon temps à discuter avec des cons. Quand j'ai un con devant moi, peu importe ce qu'il me dit, je lui dis, vous avez raison. Voilà, ou ça c'est terminé. Bon. Et là, le journaliste il me dit, non, ça doit pas être facile tous les jours. J'ai dit, vous avez raison. Si ce n'est pas uniquement lui qui a importé le style en France, il est symptomatique de toute une génération d'humoristes qui va très fortement
s'inspirer de ce qui s'est fait aux États-Unis. Roland McDan s'est-il servi dans les répertoires de George Carlin et Bill Cosby? Il a refusé de nous rencontrer, mais par SMS, il nous dit avoir acheté ses sketchs. Nous avons donc contacté la fille et l'agent de George Carlin, ainsi que l'avocate de Bill Cosby. Réponse catégorique. Nous n'avons jamais reçu de royalties de quiconque en France. Nous n'avons jamais rien vendu à personne en France. Les années 2000 seront celles de l'explosion du stand-up en France, et en particulier du comique d'observation. Avec notamment Gad Elmaleh qui avait commencé par faire des personnages, puis a switché vers le comique d'observation pour le spectacle L'autre c'est moi, qui sera un immense carton. Il comporte cependant certaines parties plagiées à une de ses idoles, Jerry Seinfeld, et ce sera la même chose pour Jamel, qui va prendre ces mêmes codes et cartonner tout en copiant un ou deux trucs au passage, mais en vrai ça va. On a également Florence Foresti, qui commencera en faisant des personnages à la télévision avant de connaître un immense succès sur scène, et qui, il me semble, n'a rien piqué, ce qui est assez miraculeux. Bravo Florence. Merci, merci bien, merci beaucoup, je vous aime aussi. Ça va, tu t'amuses? Non, parce que c'est super, tes histoires. Mais pourquoi est-ce que ça a autant marché? Et pourquoi est-ce que c'est encore un cliché? Et pourquoi c'est drôle? Pourquoi? Merde! Oui, j'y viens. On va essayer de répondre à cette question en exposant quelques théories de gens qui ont un peu réfléchi sur le sujet. On ne pourra évidemment pas aller dans les détails, mais nous aurons le temps de développer ces théories lors des prochaines vidéos. Une de mes intuitions lorsque j'ai commencé à me pencher sur le comique d'observation serait une sorte de soulagement vis-à-vis du contrôle social. Le fait que quelqu'un pointe les choses bizarres que je fais et qu'on voit que c'est quelque chose que tout le monde fait, ça me rassure énormément. Le rire viendrait donc de ce relâchement de la pression accumulée et enfouie. On retrouve cette notion de relâchement chez Freud, mais sous une autre forme. Il a énormément parlé du rire dans ses ouvrages et étudié beaucoup de ses facettes. Mais une de ses réflexions qui s'adapte particulièrement bien au comique d'observation est la suivante. Une des origines du comique en nous viendrait de la comparaison entre le moi de l'adulte et celui de l'enfant qui est passé et qu'on a dépassé, vaincu. Nous nous figurons une image actuelle de nous-mêmes en maîtrise de nos capacités intellectuelles, affectives et motrices. Et lorsque cette image est brisée chez nous ou chez les autres, le rire enfantin perdu ressurgit. Cette différence de représentation se décharge par le rire. Et c'est précisément ce que le comique d'observation peut faire surgir chez nous, en nous montrant les choses étonnantes et pas logiques que nous faisons collectivement. Il nous montre que nous ne sommes pas vraiment en maîtrise de ce que nous faisons. Nous ressortons un rire que nous avions alors enfoui sous une montagne de contrôle et de certitude. Mais cette théorie, pour intéressant qu'elle soit, ne se focalise que sur les aspects individuels du rire. Alors que justement, ce sont nos comportements collectifs qui sont intéressants dans le comique d'observation, pas uniquement ce qui se passe en nous. Et c'est justement ce que vont apporter les travaux d'Henri Bergson. Selon lui, la vie et la société demandent de nous que nous soyons capables de comprendre les situations qui nous entourent et de pouvoir nous y adapter. Ainsi, la vie du groupe peut se dérouler sans accroc. Mais le comique intervient justement lorsque quelqu'un n'arrive pas à faire cet effort d'adaptation et qu'il fait preuve de raideur ou d'automatisme. J'ai maintenant devant moi une mécanique qui fonctionne automatiquement. Ce n'est plus de la vie, c'est de l'automatisme installé dans la vie et imitant la vie. Et c'est parfaitement l'effet recherché par le comique d'observation, celui de relever dans notre vie et dans certaines situations précises tous les automatismes que nous avons. En mettant en lumière les choses cheloues et très peu logiques pour la société, l'humoriste pointe du doigt ce qui est comique chez nous. La logique. En déroulant ma première intuition qui était celle du soulagement de voir que les autres avaient les mêmes travers que moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas également des gens qui ne se sentaient pas du tout concernés par les travers de notre société, car ils seraient au-dessus de la masse des gens nuls. Ils riraient donc non pas par empathie, mais pour se foutre de la gueule des gens qu'ils considèrent comme pas très adaptés à la vie. Ce serait donc un rire moqueur et agressif. C'est l'idée du philosophe anglais du XVIIe siècle Thomas Hobbes, qui prône une théorie de sentiment de supériorité du rieur. Pour lui, le rire est une agression, un triomphe du rieur vis-à-vis de l'objet risible. On peut donc en conclure que la passion du rire est un mouvement subi de vanité, produit par une conception soudaine de quelque avantage personnel, comparé à une faiblesse que nous avons remarquée actuellement dans les autres ou que nous avions auparavant. Alors je ne suis pas très d'accord avec ces conclusions, notamment le jugement d'ordre moral négatif qu'il a sur le rire, et je trouve que sa théorie comporte plein d'angles morts, mais la fin de la citation est très intéressante dans notre cas. En effet, les faiblesses que l'on voit chez les autres, ou que nous avions auparavant, sont la base même du comique d'observation.
C'est là-dessus que vient s'appuyer l'humoriste, ces petites failles, ces petites faiblesses qui nous caractérisent. On rit donc des autres, mais également de son ancien soi. Par contre, contrairement à ce que dit Hobbes, le rire issu du comique d'observation est plutôt bienveillant, et on va développer ça dans la suite de la vidéo. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si efficace ? Pourquoi est-ce que ça touche un si large public ? Bonne question. Bonne question. Les groupes sociaux sont extrêmement importants dans l'humour. Lorsqu'on fait une vanne, il faut forcément que ce soit par rapport à quelque chose, et il faut que l'auditoire ait la ref de ce quelque chose. Si vous faites une blague interne à votre groupe d'amis à quelqu'un qui n'en fait pas partie, vous allez vous manger un bon gros bide. Il est donc important pour quelqu'un qui veut faire rire un public le plus large possible de n'exclure personne du référentiel de ses blagues. Et c'est justement la grande force du comique d'observation. En s'attaquant à la nature humaine et au fonctionnement de nos sociétés, il est très peu excluant et peut parler à tout un pays, voire à toute la société occidentale si on parle depuis la France ou les États-Unis. Le public cible est donc très large. Il y a un deuxième point qui encourage cette diffusion massive du comique d'observation. L'immense majorité des gens qui ont travaillé sur la question de l'humour s'accordent tous et toutes pour dire une chose. Une des conditions du rire est la nécessaire distance que doit avoir le rieur vis-à-vis du thème de la blague. Il ne faut pas que le sujet de la vanne provoque des émotions fortes chez la personne qui la reçoit. Il faut qu'elle puisse avoir du recul. C'est pour cela qu'arriver à faire rire un public sur des sujets sensibles ou avec des vulgarités est assez compliqué. Et l'humoriste perdra quelques spectateurs au passage. Le comique d'observation, dans sa forme grand public, évite totalement le piège de la division de l'auditoire. Les thèmes abordés sont le plus souvent inoffensifs et ne prennent pas le risque de briser l'attente comique des personnes qui assistent au spectacle. Certains pourraient dire que c'est un peu chiant par rapport à quand ce sont des sujets plus profonds qui sont abordés, voire même que c'est le rôle des humoristes de mettre ces sujets sur la table pour ouvrir la discussion. C'est un point de vue que je trouve pertinent, mais en attendant, le comique d'observation, ça marche. On pourrait envisager de conclure. Oui. Enfin, vraiment, s'il y a plus espoir, oui. Bon, alors on va voir ça. Comme nous avons pu l'observer, l'humour d'observation est très social et se prête particulièrement bien au partage. C'est donc logiquement qu'on en retrouve énormément sur les différents réseaux sociaux et qu'ils sont massivement partagés sous forme de vidéos ou de petites bandes dessinées mignonnes. Mais tant sur scène que dans les podcasts vidéo du début de YouTube, le format est vite devenu ringard, jusqu'à maintenant devenir un bon gros cliché. Mais alors qu'est-ce qui explique ça ? Eh bien c'est le gros problème du je sais pas si vous avez remarqué. C'est qu'une fois qu'on a remarqué, on a remarqué. Et si quelqu'un revient vers nous pour nous montrer la même chose, ça n'aura pas cet effet de surprise qui est central dans le comique d'observation. Déjà que l'humour évolue très rapidement et qu'une tendance ou une vanne en chasse une autre, c'est encore plus flagrant pour le comique d'observation qui devient vite vu et revu. Du coup, faire uniquement du comique d'observation, c'est devenu une sorte de cliché sur des clichés. Ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. Alors pour autant, la société n'arrêtera jamais d'évoluer et continuera à produire de nouveaux éléments pour les humoristes. Mais ce n'est pas tant le fond que la forme qui est devenu un cliché. Baser tout son passage uniquement sur le comique d'observation, en démarrant toutes ses observations uniquement par je sais pas si vous avez remarqué, voilà ce qui est vu et revu. C'est ce format que le public veut voir évoluer. Le fond du comique d'observation reste une mécanique très puissante utilisée par beaucoup d'humoristes actuels, mais dans une forme un peu différente. Au lieu de partir d'observations extérieures du fonctionnement de la société, ils et elles partent de leur vécu pour développer leur rapport au monde et les groupes qui les composent. Le principe est similaire, mais l'observation n'est pas le centre du propos, elle est un outil. Et d'ailleurs, c'est déjà une tendance qui commence à recevoir les mêmes critiques qu'ont pu recevoir les humoristes qui faisaient du comique d'observation. Je fais des opérations un peu techniques, je retire au stand-upper parisien une tumeur qui s'appelle, je vais répéter parce que je crois que vous n'avez pas bien saisi l'information, et qui commence à faire autant de ravages que le lymphome. Il y a des coupes dans la salle, par applaudissement, il y a des coupes dans la salle. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'on sera dans une autre méta. Ainsi va l'évolution de l'humour. Hello, I'm Jerry Seinfeld. How do comedians come up with material? For years, comedians have jealously guarded the secret of where material comes from. It's been confidential. Until now. The fact is, almost everything is funny. You just have to have a way of looking at it. Merci à vous d'avoir suivi ce pilote de Pourquoi c'est drôle. Pour les prochaines vidéos, on parlera peut-être de sujets un peu moins larges, dans lesquels on aura l'occasion de rentrer
un peu plus dans les détails. On partira de films, de jeux vidéo, de peinture, de médias, bref, de partout où il y a du rire, et on essaiera de tirer les ficelles pour comprendre comment ça marche et l'impact que ça a sur nos vies et nos sociétés. Bon, en gros, on va enlever tout le fun des trucs marrants et ça va être super. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires. À bientôt tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez bien tout ce qu'on vous a dit. Et surtout ne soyez pas étourdis. Pour réussir en société, il faut savoir comment parler.